France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Maîtresse, Nicolas copie sur moi. C'est pas vrai, je copiais même pas sur lui. Je t'ai vu, tu mens. Il copie et en plus il ment, mademoiselle. Bravo Nicolas, 2 bêtises d'un coup, ça mérite une visite chez le directeur. Allez, file le voir tout de suite, qu'il t'apprenne la discipline. Et la triche, mon ami, est une pente savonneuse qui mène tout droit aux portes de la prison. Alors vous me ferez le plaisir d'écrire 200 fois cette phrase pour demain. Je ne dois pas copier sur le devoir de mon petit camarade pendant la dictée ou pendant un autre exercice. Et surtout, je dis bien surtout... C'est obligé d'écrire 2 fois surtout. Je ne dois pas mentir impunément à la maîtresse. Ça veut dire quoi, impunément? Vous regarderez dans le dictionnaire, jeune homme, et vous me ferez signer ça par vos parents. À bon entendeur, extrait de la série animée du petit Nicolas. C'est l'heure de la dictée. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Alors, impunément, ça veut dire quoi? Non, en toute impunité, un M, 2 M. Et avant le P, vous mettez un N ou un M? Vous me rappelez cette fameuse période où j'ai redoublé le CP. Je m'étais très mal à l'aise. Je vous rappelle surtout qu'on va faire une dictée dans quelques instants avec notre invitée. Je vous la présente, c'est la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Centre, chef-feu de service à la Maison de Solène, Maison des adolescents de Cochin. Vous avez publié Famille, je vous aime, chez Glénat Jeunesse, un guide illustré, un album illustré à l'usage des familles sur les différentes manières de faire famille, sur l'histoire de la famille, sur la relation parents-enfants, mais aussi sur la fratrie. Précédemment, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages à portée plutôt pédagogique, pourrait-on dire, dont dernièrement le livre Abus sexuels, la parole est aux enfants, chez Bayard. Et vous avez dirigé l'ouvrage Phobie scolaire, retrouver le plaisir d'apprendre. On y est. La dictée, ça n'a pas fait partie, j'espère, de vos phobies scolaires à vous, Marie-Rose Moreau, mais elle l'est peut-être pour d'autres, non? Pour moi, en tout cas, j'ai adoré faire des dictées. C'est pour ça que Vous confessez. Oui, je crois que, en tous les cas, ça pouvait, comme les mathématiques, même si c'était un petit peu différent, ça pouvait cristalliser comme ça une inquiétude de réussir, de faire bien. Mais ceux qui prennent le plaisir, c'est toujours un moment très agréable. Vous avez rencontré, vous, Rachid Santaki, dans les nombreuses dictées que vous avez organisées, des enfants en situation de phobie par rapport à la dictée, de phobie scolaire ou de phobie de dictée, effrayés par l'exercice qui est quand même un peu imposant. On se retrouve un peu face à soi-même et à ses connaissances, à ses intuitions. Je me souviens de la première dictée publique où j'ai commencé à lire la dictée. C'était un extrait des Trois Mousquetaires. Je raconte souvent cette anecdote et j'ai commencé à voir des enfants fondre en larmes et je jouais aux pompiers, je courais à gauche, droite. Et effectivement, je pense qu'on a une pression du résultat, etc. Et au fil des dictées, j'ai changé le rapport avec des sourires, rassuré les publics. Mais effectivement, j'ai rencontré pas mal de gens angoissés à l'idée de se confronter à cet exercice. Donc aujourd'hui, je les soigne. Vous aussi. Allez, on se met au boulot et on parle de tout ça après, si ça vous va. Comment ça va se passer, cette dictée? Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde pour noter et une troisième pour corriger ensemble, éclairer, si possible, les zones d'ombre de cette dictée. Quel texte avez-vous choisi, Rachid, pour notre invité et les auditeurs de France Culture? J'ai choisi un extrait donc des Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, et donc un roman jeunesse. Et un grand classique de la littérature jeunesse, Les Malheurs de Sophie, surtout peut-être pour les filles, quand on était plus jeune. C'est effectivement le titre d'un roman pour enfants écrit par la comtesse de Ségur, publié en 1858. Et Sophie est, souvenez-vous, tout sauf une petite fille modèle. Elle fait des bêtises, elle a des défauts, et malgré les efforts incommensurables de sa mère pour l'élever, elle ne réussit pas tout le temps à bien se tenir. Les Malheurs de Sophie, vous l'avez lu de votre côté, Marie-Rose Moreau, vous avez un souvenir de ce livre? Il a été adapté au cinéma depuis aussi. Oui, alors j'ai pas vu le film, mais j'ai un souvenir de l'avoir lu, oui, enfant, et je trouve que c'est très adapté pour une pédopsychiatre, ce texte. J'ai le souvenir de légèreté, moi, et d'espièglerie, et d'une capacité de cette petite fille à détourner un peu les codes également. Et c'est quand même aussi un film sur la relation mère-fille. Oui. Est-ce qu'on y trouve les bases d'une bonne éducation? Il faudrait le relire. Peut-être on va voir à travers l'extrait que vous avez choisi ce qui s'en dégage.
Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes prête, Marie-Rose Moreau? Je suis prête là. Vous avez un stylo, vous avez un papier, des lignes en plus sur cette feuille Ouais, une très belle copie. pour bien noter. Eh bien, c'est parti. À vous, C'est Rachida. parti pour la première lecture de ce texte. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne dictée. Un jour, sa maman l'appela pour lui montrer une charmante boîte à ouvrage que Monsieur de Réan venait d'envoyer de Paris. La boîte était en écaille avec de l'or. Le dedans était doublé de velours bleu. Il y avait tout ce qu'il fallait pour travailler et tout était en or. Il y avait un dé, des ciseaux, un étui, un poinçon, des bobines, un couteau, un canif de petites pinces, un passe-lacet. Dans un autre compartiment, il y avait une boîte à aiguilles, une boîte à épingles dorées, une provision de soie de toutes couleurs, de fils de différentes grosseurs, de cordons, de rubans, etc. Sophie se récria sur la beauté de la boîte. Point final. Alors, rassuré? En tous les cas, joliment écrit. Merci. C'est parti pour la deuxième lecture. Un jour, sa maman, un jour, sa maman l'appela, un jour, sa maman l'appela pour lui montrer, un jour, sa maman l'appela pour lui montrer une charmante boîte, un jour, sa maman l'appela pour lui montrer une charmante boîte à ouvrage, une charmante boîte à ouvrage que Monsieur de Réan, Réan, je vais l'épeler, pardon, R majuscule, E accent aigu, A-N. R majuscule, E accent aigu, A-N. Que Monsieur de Réan venait d'envoyer de Paris. Point. Je répète cette première phrase. Un jour, sa maman l'appela pour lui montrer une charmante boîte à ouvrage que Monsieur de Réan venait d'envoyer de Paris. Point. La boîte était en écaille. La boîte était en écaille. La boîte était en écaille avec de l'or. Avec de l'or. Point virgule. La boîte était en écaille avec de l'or. Point virgule. Le dedans était doublé. Le dedans était doublé. Le dedans était doublé de velours bleu, virgule. Le dedans était doublé de velours bleu, virgule. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait tout ce qu'il fallait pour travailler, virgule. Je répète, le dedans était doublé de velours bleu, virgule. Il y avait tout ce qu'il fallait pour travailler, virgule. Et tout était en or, point virgule. Et tout était en or, point virgule. Fin de la dictée pour les écoliers.
Il y avait un D, virgule. Il y avait un D, virgule. Des ciseaux, virgule. Je répète, et tout était en or, point, virgule. Il y avait un D, virgule. Des ciseaux, virgule. Un étui, virgule. Un étui, virgule. Un poinçon, virgule. Un poinçon, virgule. Des bobines, virgule. Des bobines, virgule. Un poinçon, virgule. Des bobines, virgule. Donc je répète, un poinçon, virgule. Des bobines, virgule. Un couteau, virgule. Un canif, virgule. Un canif, virgule. De petites pinces, virgule. De petites pinces, virgule. Un passe-lacet, point. Un passe-lacet, point. Je répète rapidement, il y avait un D, virgule, des ciseaux, virgule, un étui, virgule, un poinçon, virgule, des bobines, virgule, un couteau, virgule, un canif, virgule, de petites pinces, virgule, un passe-lacet, point. Dans un autre compartiment, dans un autre compartiment, dans un autre compartiment, il y avait, dans un autre compartiment, il y avait une boîte à aiguilles, virgule. Dans un autre compartiment, il y avait une boîte à aiguilles, virgule. Une boîte à aiguilles, virgule. Une boîte à épingles dorées, virgule. Une boîte à épingles dorées, virgule. Il y avait une boîte à aiguilles, virgule. Une boîte à épingles dorées, virgule. Une provision. Une provision. Une provision de soie. Une provision de soie de toute couleur, virgule. Une provision de soie de toute couleur, virgule. Une provision de soie de toute couleur, virgule. De fils de différentes grosseurs, virgule. De fils de différentes grosseurs, virgule. De fils de différentes grosseurs, virgule. De cordons, virgule. De cordons, virgule. De ruban, virgule. De ruban, virgule. Etc. Je répète, de fils de différentes grosseurs, virgule, de cordons, virgule, de ruban, virgule, etc. Sophie se récria. Sophie se récria sur la beauté de la boîte, point. Sur la beauté de la boîte, point. Sophie se récria sur la beauté de la boîte, point final. Voilà pour cette deuxième lecture. Merci beaucoup, Rachid Santaki. Pas de difficulté? Est-ce qu'il y a certaines phrases que vous souhaitez qu'on relise pour le sens, ou est-ce qu'il a été assez littéral, assez accessible à la première et à la deuxième lecture? Non, sur le sens, très bien.
Bon, voilà. C'est très clair. Pendant que chacun se relit tranquillement ou hésite, Rachid, vous allez nous raconter si vous étiez plutôt comme Sophie quand vous étiez petit. Est-ce que vous découpiez des petits poissons rouges? Non, je n'avais pas de poisson rouge. Heureusement pour eux. Non. Ce texte, il vous parle à vous aussi? Il vous plaît? Dans sa langue? Pourquoi vous l'avez choisi? J'ai pris ce passage, j'avais ce texte sous le coude depuis un moment. Et je voulais un texte léger, un texte aussi destiné aux plus jeunes et de faire découvrir justement ce personnage, cette petite Sophie. Et cet univers de la couture, du tissu aussi. On va maintenant s'atteler à la correction de cette dictée avec vous, Marie-Rose Moreau, si vous le voulez bien. Un jour, sans virgule, un jour, sa maman l'appela. Vous avez choisi d'écrire ce verbe appeler ou de le conjuguer et de l'orthographier. À quel temps, Marie-Rose Moreau? Alors, donc c'est au passé simple pour moi. L'appela, L', A2P-E-L-A. Exactement. Ma petite voix qui se baisse un peu au moment de la correction. J'ai eu un doute sur le temps, effectivement. Sur le temps, Je ne sais pas pourquoi, mais parce que ça semble évident. Mais appeler, en tout cas, prend toujours 2 P, et oui. le L se double pour faire le son et. Du coup, ça peut être, par exemple, il appelle au présent pour la troisième personne, il ou elle appelle du singulier. Ici, c'est donc, vous aviez raison tout juste, au passé simple, appela, avec un seul L et 2 P. Pour lui montrer ER, c'est un infinitif, une charmante boîte. Le son en se compose d'un A et d'un N dans charmante. Boîte, on n'oublie pas, Marie-Rose Moreau, Vous voulez dire pour le mot boîte? Ouais. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, a priori? L'accent circonflexe sur le i. Ça fait plus joli. Le fameux chapeau. Le fameux chapeau, voilà, je cherchais le mot d'ailleurs. C'était chapeau qu'on dit. Mais accent circonflexe pour dire juste. Bien sûr, bien sûr. La boîte, une charmante boîte à ouvrage, pas de trait d'union entre boîte à ouvrage. Pardon, vous indiquez que le A n'est pas le verbe, l'auxiliaire avoir conjugué, mais bien A avec accent. Boîte à ouvrage, que monsieur, donc ici c'est l'abréviation M majuscule point, de Réan, R-E-A-N, venait d'envoyer de Paris. Venait, un seul N, V-E-N-A-I-T, d'envoyer ER de Paris. La boîte, toujours avec son chapeau, était en écaille. Écaille, l'orthographe vous a posé question? C'est le singulier et le pluriel. J'ai mis au pluriel, mais j'ai douté. Je ne sais pas si écaille. Parce que si on le met... J'ai pensé intuitivement qu'on devait le mettre au pluriel, mais je ne connais pas la règle. Alors là, c'est au singulier, c'est la matière. C'est la matière, c'est ça. C'est l'écaille comme... C'est la matière écaille. Et non pas, il n'y a pas de pluriel sur ce mot avec de l'or au R. Voilà, écaille, E, accent aigu, C-A-I, 2 L-E. Ouais. Le dedans était doublé E. Ouais. De velours, on n'oublie pas le S à velours. Bleu, donc au singulier. C'est le velours, du velours. Ouais. Il y avait tout ce qu'il fallait, F-A-2-L-A-I-T, pour travailler 2 L-E-R aussi, un infinitif, et tout était en or, O-R. Voilà, fin de la dictée pour les écoliers, on continue pour les grands. Il y avait un D, comment on écrit le D à coudre? Alors là, je ne me souvenais plus, je dois le dire, j'ai écrit D accent aigu. Très bien. Mais j'ai un doute. C'est drôle d'avoir un doute. Et j'ai eu un doute avec un ES ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais bon, c'est E, c'est ça. C'est E, exactement. Je pense que c'est un peu la difficulté de ces textes hyper accessibles. On se pose des questions, justement. Parce que c'est des mots désuets, quand même, un petit peu désuets. Et puis qu'on le voit souvent au pluriel, cette idée de lancer les dés aussi, pour le jeu. Il y avait un dé, des ciseaux, C-I-S-E-A-U-X. C'est un pluriel en X. Un étui, pas de difficulté, E-T-U-I. Oui. Un poinçon, comment l'avez-vous écrit, alors, moi, je l'ai Marie-Rose Moreau? écrit C-C-C-D. Oui.
CCD, hein. Mm. Poinccdon. Mhm. Qui vient d'où d'ailleurs ce mot, Rachid? Alors, c'est le dérivé d'un verbe du latin populaire punctuare, piquer. Punctiare, ouais, piquer. Piqué. En ancien français, ponçon, instrument terminé en pointe pour percer, utilisé pour marquer les ouvrages d'or ou d'argent. Des bobines, ça s'écrit en fait comme ça se prononce, Bobines. Oui. Un couteau, sans accent circonflexe, Couteu. Un canif, Canif. Vous l'avez fait comme tel? CANIF, oui. Oui. Mm. De petites pinces, le pluriel à petite, et à pince, Pinces. Et un passe-lacet. Qu'est-ce que c'est ça, un passe-lacet, Rachid? Un passe-lacet. Alors moi, j'ai l'étymologie plutôt. Ce mot est composé de passer et de lacet. Ce qui suffit à comprendre Exactement. Mm. que c'est le petit ustensile, l'instrument qui nous aide à passer aussi le lacet ou le fil dans l'aiguille. Passe-lacet, vous l'avez orthographié comment? Alors je l'ai orthographié, passe, bon, comme ça se prononce, et puis lacet, Lacet. Avec un trait d'union. Avec un trait d'union, mais par contre, là aussi, je l'ai laissé au singulier, mais je me suis demandé si Il y avait des lacets? Non, c'était au c'est singulier. au singulier. Ouais. Mhm. D'accord. Dans un autre compartiment, a priori pas de difficulté, il y avait une boîte à aiguilles. Et alors là, pour vous faire plaisir, ça y est, la comtesse de Ségur passe au pluriel. Donc, J'ai mis au pluriel. ouais, dans la boîte, là, il y a plusieurs aiguilles. Voilà. Toujours pas de trait d'union. Boîte à aiguilles, une boîte à épingles, Au pluriel là encore aussi. au pluriel. Mm. Aiguille, simplement pour ceux qui auraient douté, AIGUI2LES. Épingle au pluriel, doré, c'est au féminin, pluriel, et ES. Une provision de soie de toute couleur. Alors là, la question se pose encore, hein, de Oui. ce soie On est effectivement sur Mm. de la matière ou sur ou des soies, ou des voilà, tissus, des morceaux étoffes. de soie, Exactement. des étoffes, oui. Alors qu'avez-vous, vous, choisi? Alors moi, je l'ai mis au pluriel, très bien. Comme la comtesse de Ségur. comme la comtesse de Ségur. Voilà, effectivement, là, il s'agit de plusieurs soies et on peut mettre le pluriel parce que le 2 désigne non pas le fait que la provision est en soie, mais qu'elle est constituée de plusieurs Plusieurs matières, couleurs, plusieurs de couleurs plusieurs extraits et tissus en soie. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et la soie, on sait que c'est aussi cette matière si douce à Ouais. partir des fils des vers à soie, à ne pas confondre avec le soie de soi-même qui s'écrit sans E, donc soie S-O-I-E, et là S en l'espèce, à ne pas confondre non plus avec soit qui est la forme au subjonctif présent à la troisième personne du verbe être, hein, qu'il soit, S-O-I-T. Voilà. Et puis on retrouve le même principe et la même règle un peu plus tard pour les cordons qui seront au pluriel, hein, des soies de toute couleur, toute couleur. Vous avez mis comment avez-vous écrit le TOUT? Alors, je l'ai mis au féminin pluriel. Voilà, dans le sens de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, voilà. T-O-U-T-E-S, Mm. exactement. Couleur au pluriel aussi. C-O-U-L-E-U-R-S. De fils de différentes grosseurs. Fil au pluriel, sans E. F-I-L-S. S. Mhm. Voilà, de différentes, pareil, toujours ES, grosseurs avec un S, de cordons, de rubans. Donc cordon, pareil, c'est au pluriel. Et ruban aussi, Et ruban donc, aussi, avec des S, on peut dire qu'il y a une provision, il y a une quantité certaine avec des rubans, des cordons, etc. Donc tout ça dans cette boîte, une provision de soie, de cordons, de rubans, etc. Et alors là, moi, j'aurais fait faux, mais pourtant, j'aurais fait la faute. Comment vous l'avez écrit, cette locution adverbiale? Ah, alors moi, je l'ai écrit sans me poser de questions. D'ailleurs, ETC, c'est-à-dire pas en entier. Dans sa L'abréviation. forme abrégée. Ouais, Dans la sa forme forme abrégée, voilà. Et à la fin, qu'avez-vous mis? Eh bien, là, je mets un point sur c'est la fin de la phrase, mais je mets rien d'autre. Voilà. Moi, j'aurais mis les points de suspension. Mais Non, c'est effectivement, quand on c'est une l'écrit pas en faute. entier, ça, hein, c'est ça? Et en tout cas, c'est surtout que le etc. Ça serait se substitue en fait. Ça serait Ah, c'est ça, redondant se substitue aux d'employer ouais, exactement. les 3 points de suspension parce que le etc. indique déjà la suite d'une énumération, que la liste n'est pas exhaustive avec cette locution adverbiale qu'on écrit quasiment toujours maintenant aujourd'hui sous sa forme abrégée du latin et cetera. C-E-T-E-R-A ou C-A-E-T-E-R-A pour sa forme entière. Et alors, quand la phrase
s'achève, etc., est toujours suivi bien sûr d'une majuscule. C'est pas si clair ici. Quand la phrase ne s'achève pas, etc., n'est pas suivie d'une majuscule. De différentes grosseurs, de cordons, de rubans, etc. La petite fille se récria. On n'aurait pas mis de majuscule ici. De toute façon, c'est Sophie, donc l'ambiguïté reste entière, puisque c'est le prénom. Et bien sûr, donc Sophie s'écrit avec une majuscule. Se récria, R-E-C-R-I-A, sur la beauté de la boîte. Voilà. A priori, pas d'autres difficultés. Récria, peut-être sur ce temps, Rachid. Toujours sur du passé simple. Voilà. Et se récrier. Se récrier, exactement avec ce préfixe ré, qui en fait un dérivé du verbe crier, sur cette idée de pousser une exclamation. Voilà pour cette dictée. Combien de fautes? Non. Marie-Rose Moreau, comment ça s'est passé pour vous? Il y a juste cette question du pluriel qui s'est posée. Et oui, je me la suis posée plusieurs fois. Mais effectivement, c'est la question de la matière et de la composition, disons. Mais sinon, c'est un texte, le vocabulaire est précis, enlevé, le rythme aussi est agréable. Et on a toutes les couleurs et les matières qui apparaissent à travers ce texte. On est prêt pour la couture, pour ciseler notre français désormais avec cet extrait des Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Vous êtes, et on le rappelle souvent, une pionnière de la psychiatrie transculturelle. Vous êtes vous-même fille d'immigrés espagnols, Marie-Rose Moreau. Est-ce que vous avez investi, quand vous étiez à l'école, quand vous étiez petite, est-ce que vous avez investi la langue française comme un territoire refuge pour vous? Est-ce que durant votre scolarité, vous l'avez-vous perçue, cette langue, comme une alliée? Parce que ce n'était pas votre langue maternelle. Non. Vous ne l'avez pas parlé Non, tout de suite non Je plus. l'ai parlé en rentrant à l'école, c'est-à-dire à 6 ans. En quelques jours, je l'ai appris comme tous les enfants qui peuvent apprendre très facilement une deuxième, voire une troisième langue. J'ai toujours perçu le français comme non pas comme un lieu refuge, mais plutôt comme un lieu de plaisir, d'expérimentation, une certaine liberté, une certaine créativité. Et puis, c'était la langue du pays que mes parents avaient choisi et que mon père avait choisi dans une recherche, dans un rapport au savoir très fort. Mon père considérait que la seule vraie qualité au monde, c'était d'agir sur le monde par le savoir. Et donc, je l'ai toujours investi comme la langue comme ça de la liberté, de la détermination. La seule chose qui était drôle, parce que je l'ai appris à l'école, donc je l'ai appris dans un tout petit village, dans une classe unique, et où mon père était immigré. Donc j'ai appris la langue de la maîtresse, comme disaient mes petits camarades. Un français d'instituteur, alors. Et pas la langue de la rue, au fond. Et donc j'avais un petit décalage, mais bon, qui n'a pas duré très longtemps, mais un petit décalage parce que je parlais la langue de la maîtresse. Et donc, en tous les cas, c'est sûr que c'est la langue du savoir pour moi, le français. Et pour beaucoup d'enfants de migrants, il y a un côté sacré dans cette langue française. Il y a un côté, quelque chose comme ça, qui est un objet c'est un nouveau rapport au monde, une nouvelle histoire, une nouvelle liberté. Donc, c'est extrêmement important. Mais c'est aussi très important de conserver le bilinguisme, en tout cas de savoir que nous apprenons le français, nous qui avons une autre langue maternelle, nous l'apprenons d'autant mieux que nous sommes inscrits dans notre langue maternelle. Et donc c'est extrêmement important parce qu'il y a une sorte de méconnaissance qui parfois rend la tâche des enfants de migrants. Il y a une méconnaissance de l'école, du fait que lorsque le français c'est la langue seconde, le rapport à la langue maternelle est la condition de ce plaisir d'apprendre le français et de cette... Mieux on parle sa langue maternelle, mieux on parlera le français. Rachid Santaki, c'est quelque chose que vous avez pu constater autour de vous quand vous faites vos dictées, quand vous allez vers des publics plus jeunes aussi? Je vous écoutais attentivement sur la langue maternelle. Moi, ça me fait penser à... Du coup, mon père est marocain, ma mère est française. Et je suis né en France, mais j'ai été envoyé mes 5 premières années au Maroc. Je suis revenu et j'ai perdu en fait la langue parce que ma mère parlait français. Donc du coup, je me posais la question, je vous écoutais, je me disais, j'ai perdu cette langue, mais je trouve que c'est la langue française qui m'a sauvé. Ça a été mon outil. Donc du coup, je n'avais pas forcément la même
le même rapport justement avec cette maîtrise de la langue. Mais la langue maternelle, c'est le français, donc je suis à côté de la plaque. Oui, mais parce que c'est dynamique. C'est-à-dire que voilà, quand on change de pays, quand on change de maison, quand on change de lieu, on peut modifier son rapport aux langues. Ma langue maternelle, moi, c'est l'espagnol. Oui. Bien sûr qu'aujourd'hui, la langue française est pour moi la langue du familier et la langue où je peux utiliser tous les registres. Oui. N'empêche que cette question et pour vous, j'imagine que c'est pareil, ce rapport comme ça, non pas, on peut l'oublier ou on peut avoir le sentiment de l'avoir oublié parce que moi j'ai vu beaucoup d'enfants qui retrouvent, mais on peut la réapprendre si on en a besoin. Mais c'est surtout la représentation de ça, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le rapport au langage, c'est-à-dire l'envie d'agir sur le monde par la langue. Oui. Et ça, on le prend dans ces premières interactions langagières. Elles peuvent être en plusieurs langues. Il y a des tas de pays où les enfants, ils entendent parler par leurs parents et autour plusieurs langues en même temps. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est qu'on puisse, à partir de là, construire un plaisir de parler et de parler dans plusieurs langues, y compris dans la langue seconde ou la langue tierce. Certains écrivains vont pas écrire la même chose lorsqu'ils écrivent dans leur langue seconde, sans point, ou dans leur langue première, l'espagnol, pour lui. Enfin, c'est tout ce... Mais c'est le rapport à la langue. Mais vraiment, la question de la fonction de la langue maternelle comme quelque chose qui nourrit notre rapport au langage. Mais à partir de là, ça nous donne la liberté d'en investir mille et une. Hein. Oui, d'autant que le vrai métier de Rachid Santaki, c'est pas faire des dictées, c'est quand même d'être romancier. Donc quand vous dites que la langue, le français vous a sauvé aussi, cette manière à la fois d'habiter le monde, de transmettre aussi ses idées et d'interagir est essentiel. J'avais juste envie de vous demander quand même, est-ce que cette liberté-là, c'est quelque chose que vous transmettez, que vous enseignez, qui fait partie à travers le langage, à travers la parole. Vous y voyez une forme de soin, Rachid évoquait cela en ouverture de cette dictée. Aux enfants qui sont déracinés, aux adolescents que vous rencontrez, qui sont dans une forme de mal-être. Est-ce que cette idée-là, vous la leur transmettez aussi ? Ah oui, alors c'est une idée essentielle du travail de la psychothérapie avec les enfants de migrants. Alors on a inventé, alors on est plusieurs équipes, mais nous on a inventé des techniques absolument multiples. Ça va, par exemple, des contes pour les petits. On fait ce qu'on appelle les groupes bilingues, hein, c'est-à-dire on va travailler avec le principe de traduire, que chacun traduit, mais même si on ne comprend pas, chacun traduit d'une langue à l'autre. Il y a les contes bilingues. En thérapie avec les plus grands, il y a l'écriture, il y a la parole. On invente des histoires, on crée des histoires, on travaille sur le passage d'une langue à l'autre. On demande aux parents de venir raconter des mythes, des morceaux d'histoire. Ah oui, la traduction. Lorsqu'on traverse plusieurs langues et plusieurs mondes, la traduction, c'est un processus de soi. Et raconter des histoires, c'est raconter des mondes. Hein. Voilà. Vous avez vécu une année particulière comme pédopsychiatre et l'épreuve n'est peut-être pas terminée pour vous et pour ceux que vous entourez aujourd'hui avec ces confinements successifs. Il est d'autant plus urgent aujourd'hui de raconter des histoires aux enfants pour les aider à s'échapper dans un monde qui paraît confiné, très étroit, rétréci. Oui, par cette pandémie. Non seulement, pendant la pandémie, on a inventé, de manière virtuelle, on pouvait nous téléphoner, on répondait dans toutes les langues des familles et les enfants, c'était en français en général, mais les familles nous appelaient, on rappelait avec un traducteur de la langue et on donnait des informations. Puis ensuite, on s'est mis à créer des bandes dessinées à partir des histoires qu'ils nous racontaient. Donc, ces bandes dessinées ont été faites par des grands dessinateurs à qui on a raconté, nous, des scénarios. Et c'est sur le site de la Maison de Solène. Mais on a fait des concours où il fallait soit dessiner, soit raconter des histoires. Mais le plus important, c'est de pouvoir se raconter quelque chose à soi-même. Hein, c'est ça qui parfois était en panne dans la frayeur, la douleur, la difficulté, l'angoisse du lendemain.
le fait pour les adolescents de ne pas pouvoir imaginer de vivre, ou d'être dans un monde où il y a de la place pour eux. Donc toutes ces douleurs supposent effectivement qu'on puisse se raconter des histoires, mais de mille et une manières, hein. Dans une des bandes dessinées, il y en a un qui par exemple, fait du rap, parce que c'est comme ça, il écrit des textes, il fait du slam. Et, on peut utiliser n'importe quelle forme de poésie, mais aussi de musique ou de rapport au corps. Enfin, toutes les modalités d'expression sont nécessaires. Mais c'est vrai que la langue, c'est quelque chose de particulier. Et on fait aussi des ateliers on appelle ça de rescolarisation, pour ceux qui se sentent illettrés. Je dis qu'ils se sentent, hein, parce que et en tous les cas, qui ont un rapport à la langue douloureux, difficile, pas du tout fluide. Et bien nous, on recommence avec eux, on leur donne une nouvelle chance pour retrouver la possibilité de parler et d'écrire et de dire ce qu'ils ont à dire. Ça fait du bien de vous entendre dire ça, Rachid Santeki. Oui, mais vos propos font écho avec tout le travail que je réalise, au-delà de l'écriture de romans ou de scénarios. Il y a effectivement la remobilisation à l'écriture, à la lecture, comment on se réapproprie cet outil pour pouvoir, dans le cadre de l'insertion sociale ou même professionnelle. Et un autre élément hyper important, je trouve, c'est qu'effectivement se raconter, réussir à aller chercher ce qu'on a, alors ça peut être caricatural, mais ça fait partie aussi de ce qui peut nous réparer ou nous aider à avancer. Effectivement, c'est vrai qu'en thérapie, l'écriture, je trouve qu'elle est essentielle pour poser les choses et prendre du recul. Donc, Alors, se raconter, et puis que les parents ou les gens autour puissent raconter aussi. Nous, on recueille les paroles des parents, puis on les traduit aux enfants quasiment, pour qu'eux-mêmes se sentent autorisés à le faire. Et dans nos consultations, on met des traducteurs pour que tout le monde puisse parler et que la parole de chacun soit quelque chose qui fait du bien à l'autre. En fait, des fois, on se dit notre travail, c'est juste de mettre en relation des langues et des mondes. Bien sûr, Ouais. bien sûr, je pense que on pourrait dire que c'est de la médiation linguistique ou culturelle. Ouais, alors nous, c'est de la thérapie, mais qui prend vraiment, qui se base sur des systèmes de liens, de médiation, effectivement, de création de mondes en commun. Oui. Un dernier mot, Marie-Rose Moreau, sur cette collection destinée aux enfants et aux parents, à laquelle vous avez choisi, accepté de participer, quand ça va pas. Alors, il y a déjà plusieurs ouvrages disponibles chez Glénat Jeunesse. Il y a Le corps expliqué aux enfants, et là, c'est le docteur Michel Simès qui s'y est collé. Il y a également la question des émotions, la question de l'État. Et là, c'est François Hollande qui a prêté sa plume pour expliquer aux jeunes et aux moins jeunes ce qu'est la République ou ce qu'est l'État. Vous vous êtes attelé à un vaste sujet aujourd'hui, extrêmement mobile aussi dans sa manière d'être défini et que l'on peut avoir de l'appréhender, c'est la famille. La famille, pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez, vous, envie ou à cœur de transmettre sur la famille? Qu'il n'y a pas de recette unique pour faire famille? Alors, c'est ça. D'abord, c'est un livre qui s'adresse aux enfants et aux adolescents, mais que les parents, les professionnels peuvent lire. Mais moi, je voulais le faire à hauteur d'enfants parce que les enfants nous posent énormément de questions sur leur famille. Et ces questions, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'ils ne peuvent pas le poser à leurs parents, ou comme c'était tabou. Et effectivement, aujourd'hui, et c'est tant mieux, il y a plein de manières différentes de faire famille. Et dans le monde, il y a plein de manières différentes de faire famille également. Donc l'idée, c'était de pouvoir répondre aux questions que les enfants se posent sur j'ai plusieurs mamans, plusieurs papas, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa, j'ai plus de grand-père, j'ai des grands-pères. Et toutes ces questions sur comment se constitue la famille, quelle est ma place dans la famille. Parfois, les blessures d'enfance, c'est terrible, hein, mais il y en a. Et c'est dans la famille, mais c'est aussi dans la famille. C'était le titre de mon premier texte. C'est aussi là où on va trouver, bien sûr, la tendresse et l'amour, mais c'est aussi des lieux parfois de violence et de manque ou d'abandon. Donc, traiter les relations entre frères et sœurs, les jumeaux, les enfants adoptés, les enfants qui ne sont pas comme les autres, les enfants qui viennent d'ailleurs. Les familles monoparentales, les familles voilà, toutes ces questions recomposées. Les familles recomposées, toutes ces mille et une manières de faire famille, et de dire aussi qu'il n'y en a pas qu'une seule et que la famille, on la construit.
Merci beaucoup Marie-Rose Moreau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Rachid Santaki. Merci, Lisa. Ce livre sur la famille paraît donc chez Glénat Jeunesse. Merci de vous être prêté au jeu de la dictée. La vôtre sera photographiée et épinglée sur la page d'En français dans le texte de la dictée sur franceculture.fr. Et la correction intégrale sera aussi présentée avec les corrections pour les auditeurs qui souhaiteraient revoir un point de cette dictée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.